Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Si on jasait, une présentation de l'application GoSeeYou. Aujourd'hui, je vous parle d'un nouveau modèle familial qui semble émerger depuis les dernières années et c'est la soloparentalité. Donc, contrairement aux familles monoparentales qui imaginent un projet à deux, mais qui est réalisé finalement par un seul parent, la soloparentalité, c'est quelque chose qui est vraiment créé seul, imaginé et réalisé seul. Donc, c'est le cas aujourd'hui de mon invitée Geneviève Breton qui va nous expliquer tout le processus et qui va l'aider à venir réaliser son projet finalement de maman solo. Donc, elle est en voie de devenir maman solo et j'ai la chance de la recevoir dans mon podcast aujourd'hui. C'est son premier podcast. Je suis vraiment très heureuse et honorée de pouvoir la recevoir aujourd'hui. Et elle est gâtée par les boutiques lavue.ca. Donc, les boutiques La Vue qui gâtent tous mes invités en leur offrant une paire de lunettes, verre et monture ou fumée de leur choix dans l'une des 9 boutiques partout au Québec. Mais je conseille fortement à Geneviève de se présenter à la boutique de Beauport. Ça vaut le détour parce que c'est un endroit où on voit pas moins de 5000 modèles en boutique, en plus de la vue beauté sur place. Donc, c'est vraiment quelque chose à voir et à découvrir. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Geneviève! Allô? Beau cadeau, hein, en commençant. Ben oui, vraiment. Mon Dieu, je savais même pas. Ben non, je sais, c'est une petite surprise sur mes wow. invités. La Vue est vraiment, c'est vraiment, elle gâte mes invités, puis je suis vraiment très heureuse de les avoir comme partenaire. Puis je vois que tu portes des lunettes, fait que c'est parfait. Oui, c'est parfait. Geneviève Breton, je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui puisqu'on va parler d'un sujet, ben pas qui était tabou, mais en fait, dont on n'entendait pas tant parler jusqu'à tout récemment, j'ai l'impression. Oui, je pense que c'était un peu tabou, en fait. Oui, hein? Je pense que oui, parce que je pense c'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus courant, comme tu disais, dans les dernières années. Mais, tu sais, il y en a... j'ai vu récemment une fille qui a environ 40 ans puis que sa maman avait fait ça. Fait que, wow. ça existait, mais c'était tabou. Mais c'était pas... Oui, exactement. Et moi, j'ai plein de questions pour toi et des questions très perso. Ça se peut que tu sois pas à l'aise. On n'a pas de questions préparées, là. En fait, je t'ai pas fait parvenir ma liste de questions. Non. Donc, si jamais je vais trop loin dans mes questions, tu me dis, mais moi, j'ai l'habitude d'aller dans des trucs vraiment tabous, normalement, ou des trucs un peu plus perso. Fait que bon. Tu me fais signe, tu dis, on skip si t'es pas à l'aise. Il n'y a pas de problème. Moi, d'habitude, j'ai pas de filtre. Fait que ça m'étonnerait que je skip des questions. Puis en passant, tu as vraiment bien fait tes recherches parce que souvent, les gens savent pas la différence entre solo-parental puis monoparental. Ouais. Souvent, les gens vont dire, tu vas être monoparental. Je dis, non, je vais être solo-parental. C'est toute qu'une différence. C'est super bien expliqué. C'est toute qu'une différence. Et, regarde, on va en parler tout de suite. J'ai vu qu'il y avait des recherches qui avaient été faites. En fait, très peu de recherches ont été faites sur les enfants élevés par un parent solo versus les parents monoparentaux. Et ça disait que, un enfant avec un seul parent peut développer des troubles comportementaux, des troubles affectifs et tout ça. Oui, mais ça a été fait. Les études ont été faites chez des enfants qui ont été élevés par des mères monoparentales qui ont vécu une séparation très difficile, qui sont en mauvais termes parfois avec le papa. Ça peut être aussi des grossesses non désirées. Fait que, tu sais, c'est toute qu'une différence entre ça et quelqu'un comme toi qui est informé, qui le fait en toute connaissance de cause, finalement. Tu sais, t'as une bonne job. On va en parler ça aussi. Moi, je veux qu'on parle vraiment de tout, là, de toi, de ton passé, de ce que tu fais dans la vie, puis qu'est-ce qui t'a mené à vouloir créer un enfant seul, l'élever seul aussi. Puis, c'est ça. Fait qu'on va parler de tout ça. Comme tu dis, il y a vraiment une différence aussi. Là, l'enfant issu d'une famille monoparentale, il y a aussi le problème d'abandon. Exact. T'sais, souvent, il va se dire, pourquoi mon papa est parti? Pourquoi ma maman est partie? Il n'y a pas ce problème-là au niveau des enfants dans une famille solo-parentale. Puis, tu sais, comme tu dis, il y a probablement effectivement moins d'études, mais il y a des études, hein, parce que dans le processus pour faire ça, on voit une psy. Hein, nous, dans le fond, on s'inscrit à la clinique de fertilité, on fait tous les tests pour voir notre niveau de fertilité, pour voir ça va être quoi le protocole suggéré par le médecin. Mais avant de commencer ce protocole-là, il nous fait voir une psychologue. Puis tu sais, au début, il y en a qui ont peur, qui disent, là, c'est quoi? Elle veut dire si je suis apte ou pas à réaliser le projet. Mais non, c'est pas une évaluation. C'est plus comme un support, puis des fois, ça va amener des réflexions. Tu sais, il y en a des fois qui n'ont pas réfléchi tant que ça à leur projet, puis là, ça va leur amener des réflexions. Tu sais, elle pose des questions comme, est-ce que tu vas le dire à ton enfant, quand il va avoir quel âge, etc. Puis elle, justement, elle amène un peu des informations au niveau des études. Tu sais, elle, ce qu'elle m'a dit, puis
ce que j'ai entendu dans mes groupes de mamans solo, ça semble être ce que tous les psychologues disent aussi dans ces cas-là, c'est que les recherches démontrent que ces enfants-là n'ont pas de troubles, n'ont pas de problème, ils n'ont pas le pattern d'abandon, justement. Mais exact. Ils sont élevés dans un contexte d'amour. En plus, tes proches étant au courant vont être présents. Ouais. Bon, certains vont dire, ouais, mais il n'y aura pas de modèle masculin. Ben, c'est la même chose avec les couples gays, lesbiennes, tu sais. À la limite, tu as sûrement des amis ou des hommes proches de toi qui vont être proches de l'enfant. Mais au moins, cet enfant-là, il ne sera pas élevé avec un manque ou tu sais, des problèmes finalement au niveau affectif et tout. Il va être aimé, il va être... C'est un enfant qui est tellement voulu. Tu sais, c'est un projet qui est calculé du début à la fin. Fait qu'il est voulu, cet enfant-là. Fait qu'il y a toute une différence. En tout cas, je pense que les scientifiques devraient s'intéresser davantage. Il devrait y avoir encore plus d'études de fait par rapport à ça, justement, parce que je suis persuadée que ben, dans le fond, c'est déjà en cours. C'est déjà fait. Ils ont déjà commencé. Ça va sûrement, vu que c'est de plus en plus commun. Oui. Puis là, ben, les enfants issus de ça vont vieillir, hein, parce que pour faire ces études-là, il faut que les enfants vieillissent aussi. Oui. C'est facile de dire qu'il n'y a pas de trouble si l'enfant a 2 ans. Là. Donc, dans quelques années, il va sûrement avoir effectivement plus d'études, plus de statistiques à ce sujet-là. Exact. Hey, j'ai tellement de questions. Mon Dieu. J'ai beaucoup de questions par rapport à ton processus, mais aussi à toi, Geneviève, dans la vie. Geneviève vient d'où? Geneviève fait quoi? C'est ça. Qu'est-ce que... Ben, moi, je viens de la Rive-Sud de Montréal. OK. J'ai une sœur. Mes parents sont séparés. Je suis avocate de formation. Ben, je dis de formation, je suis encore avocate, mais c'est que ma job, c'est pas nécessairement une job classique d'avocate comme on penserait. Là. J'ai été dans une job classique d'avocate avant où je plaidais à la cour et tout ça. Mais il y a environ presque 2 ans, juste avant la COVID, j'ai eu une écœurantite. J'ai décidé que je voulais plus être payée pour me chicaner. Je trouvais ça trop lourd. Fait que j'ai décidé que je voulais plus faire ça. Je savais pas du tout ce que je voulais faire, par exemple, parce que moi, les avocats qui rédigent des contrats puis de la paperasse, c'est pas pour ça que je suis à l'endroit. C'est vraiment pas moi. Moi, j'ai besoin d'avoir du contact avec les gens, tout ça. Puis finalement, c'est une de mes amies avec qui j'avais étudié qui me fait rentrer à la job où je suis actuellement. On fait des enquêtes en milieu de travail quand il y a des plaintes d'harcèlement psychologique ou sexuel au travail. Donc, on est enquêtrice en milieu de travail. On est toutes des avocats au bureau. Ben, des avocates, on est quasiment juste des filles. Puis, je donne aussi de la formation dans les entreprises sur le harcèlement au travail. On fait aussi des diagnostics dans les organisations pour voir c'est quoi les situations qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas. Des fois, on est appelé à travailler en collaboration avec des psychologues. Donc, c'est vraiment super intéressant. Fait que ça va faire bientôt 2 ans, dans le fond, que je fais ça. Wow, OK. Puis tu tiens en plus un blog? Oui, ben j'avais un blog. T'avais un blog, ouais. OK. J'accorde plus vraiment de temps, là. sais, si j'écris des articles de temps en temps, c'est justement pour parler de mon projet de maman solo. Là. Oui, c'était le blog Champagne et Confetti. Oui. Mais avant, j'avais ce blog-là avec plusieurs collaborateurs, collaboratrices qui écrivaient sur le blog, puis tout ça. Puis on avait des textes qui sortaient à tous les jours. C'était beaucoup de gestion. Oui. Puis justement, quand j'ai entamé mon projet de maman solo, je me suis dit, ça va me prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'ai plus envie de gérer le blog en tant que tel avec tout ce qui va avec. Tu sais, je le garde, mais pour, comme je dis, poster des textes de temps en temps par rapport plus vraiment à mon projet. Là. OK. Ouais. Puis, pour ce qui est de l'amour, Geneviève, a quoi à nous dire là-dessus? Je vais arrêter de mentionner son nom, mais en amour, c'était comment? Est-ce que tu as vraiment... Tu renonces à l'amour littéralement ou c'est juste que tu es une quirky alone, donc tu fermes pas la porte, mais tu préfères rester seule que de multiplier les rencontres à la recherche d'un partenaire? Oui, je mets pas une croix définitive sur l'amour. Là. Dans ma tête, ça peut arriver puis ça va arriver, mais c'est plus le fait que là, moi, j'étais rendue dans un moment de ma vie où je voulais vraiment faire un enfant, avoir un enfant, puis c'était comme... ça faisait plusieurs années là, que j'étais rendue là. OK. Puis moi, j'ai eu des déceptions amoureuses. Ça n'a pas fonctionné de ce côté-là. Ça fait 3 ans que je suis célibataire. Puis j'ai fait des belles rencontres pendant ce temps-là, mais personne pour qui, tu sais, que je voyais que ça pouvait être, exemple, le père de mes enfants. Veux pas, c'est une décision quand même importante. Là. Ça va être qui le père de tes enfants? Là, on vient de parler des familles monoparentales, les papas ou les mamans qui décident de partir, d'abandonner, les séparations, etc. Moi, je suis quand même chanceuse parce que le divorce de mes parents, ça s'est fait super friendly. Là. Mes parents sont super amis. Là. Pour te donner une idée, à ma fête puis à la fête à ma sœur, il y a ma sœur, son chum, mon père, sa blonde, ma mère, son chum,
puis moi. Ça, moi, là, toute c'est seule. tellement précieux. C'est pareil chez nous. Puis même, moi, le père de mon fils, sa blonde, c'est une de mes amies. Elle a d'ailleurs écrit un article sur notre recomposition familiale. Ah. C'est tellement précieux. Puis c'est plate qu'il y a des parents qui soient vraiment en mauvais terme au point où ça atteint les enfants. C'est ça, mais c'est qu'on sait jamais comment ça va virer, puis on sait jamais, tu sais, tout ce qu'on voit là, cette année avec tous les féminicides qu'il y a eu, là, quand tu rencontres quelqu'un, tu le sais pas nécessairement si cette personne-là, ça peut être une personne violente, ça peut être une personne qui va pas être correcte avec tes enfants, tu le sais pas. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que quand tu rencontres quelqu'un, ça prend un certain temps avant que tu arrives à, OK, go, on fait un enfant. Ouais. Puis moi, j'étais rendue, quand j'ai pris cette décision-là, c'était au début de 2021, j'avais 31 ans, là, j'ai 32. Puis quand j'ai pris cette décision-là, j'étais comme, OK, mais moi, je suis prête depuis l'année passée et plus avant, tu sais, encore plus loin, là. Donc, si j'ai pas encore rencontré quelqu'un, exemple qu'on dit, dans le meilleur des scénarios, je rencontre quelqu'un d'ici 1 an, bien là, il faut au moins que j'aille sorti avec cette personne-là quelques années pour bien la connaître puis tout ça avant qu'on décide d'avoir un enfant. Fait que là, ça m'amenait déjà à comme 3-4 ans plus tard. Les aléas de la vie. C'est ça, c'était dans le scénario où je rencontrais quelqu'un là puis que ça marchait, là, tu sais. Oui, et que là, par la suite, tu entames les démarches de tenter de tomber enceinte, puis là, C'est tu t'entends. Puis là, à partir du moment où tu as pris ta décision, est-ce que tu t'es demandé si tu allais plus vers l'adoption ou... Parce que c'est possible dans certains pays. Je crois que c'est où? C'est en Colombie. Colombie, ils acceptent... L'Haïti, Colombie, la Chine, le Vietnam acceptent les mamans solo. Puis les papas aussi, je pense, peuvent adopter. T'as bien fait tes recherches seul. Plus que moi. Moi, j'avais pas vu tous ces pays-là qui acceptaient les mamans solo. Okay. Mais oui, j'ai regardé. Au début, quand j'ai pris la décision, j'étais pas sûre que je voulais vivre une grossesse tout seul parce qu'il faut savoir que moi, j'ai une phobie un peu de tout ce qui se passe dans mon utérus. Moi, quand je fais un examen gynécologique, si je me fais dire, je suis en train de faire ça, je suis comme, dis-moi les pas, fais-le, puis genre, je suis sur le bord de m'évanouir. OK? Fait que moi, vivre une grossesse tout seul, je me disais, aïe, ça va être dur, je sais pas. Fait qu'au début, je regardais un peu plus, j'ai regardé DPJ, adoption DPJ. J'ai fait la rencontre d'accueil puis tout ça, mais c'est très, très, très complexe. Là. Pour l'adoption régulière, il y a une liste d'attente de 8 à 10 ans parce que il y a plus grand monde qui donne leur bébé en adoption parce que, tu sais, les gens qui donnaient leur bébé en adoption avant, c'était des gens qui tombaient enceintes par accident, quand l'avortement, c'était pas nécessairement bien vu, quand élever un enfant tout seul ou pas, quand t'es pas marié, c'était pas bien vu, etc., etc. Aujourd'hui, il y a plein de ressources. Les gens peuvent se faire avorter. Les gens peuvent, même s'ils sont jeunes, qui sont moins, qui sont pas en couple, ils vont avoir des outils pour les aider. Fait que les gens donnent presque plus leur enfant en adoption. Fait que l'autre option, c'est d'aller en banque mixte. Puis ça, c'est que tu reçois un enfant de la DPJ comme famille d'accueil. Puis jusqu'à sa majorité? Non, jusqu'à temps que, dans le fond, ses parents, s'ils se rétablissent pas, ils vont, tu sais, ça va devenir toi, finalement, qui, le juge va prononcer l'adoption, mais ça peut prendre, exemple, 2 ans. Pendant ce temps-là, t'es dans l'incertitude. Les parents pourraient se reprendre en main puis reprendre l'enfant du jour au lendemain. Wow. Toi, tu dois acquiescer au droit de visite des parents biologiques pendant ce 2 ans-là. Fait que moi, j'étais là, OK, j'aime mieux vivre une grossesse toute seule que vivre ça toute seule. Wow. Tu sais, me faire enlever l'enfant puis de pas avoir mon conjoint pour qu'on broye ensemble parce qu'on a perdu notre enfant. Fait que là, je suis comme, non, ça, c'est pas pour moi finalement. Puis là, il y a tout aussi le fait que je me disais, tu sais, j'ai 31, mais je le sais pas, ma fertilité, tu sais, jusqu'à quel âge que je vais être fertile parce que ça, je le savais pas à ce moment-là, là, mais ma sœur, elle connaît une infirmière qui travaille à la clinique de fertilité de Sainte-Justine. Elle la connaît personnellement. OVO? Non. Non, c'est la clinique de Sainte-Justine. OK. Oui. Ça s'appelle le Centre de procréation assistée de Sainte-Justine. Moi, c'est là que j'étais suivie. Puis ma sœur connaît une infirmière qui travaille là. Puis elle, ce qu'elle dit à tout le monde, c'est à 32 ans, tu fais congeler tes ovules. Parce que, tu sais, ce qu'on sait pas, là, tu sais, nous, tout le monde nous dit après 35 ans, c'est plus difficile. Non, après 30 ans, là, tes ovules, ils diminuent considérablement. C'est quoi, c'est 110 000 ovules, je pense, au cours d'une vie, c'est ça? Quelque chose de genre? Quelque chose comme ça, mais je Puis à partir de 30 ans, ça... Ben, ça diminue tout le temps, mais à partir de 30 ans, je pense que ça diminue de moitié. Là, mais toutes les femmes devraient savoir ça. Oui, c'est ça. Personne ne sait ça. Puis elle a dit toutes les femmes devraient faire congeler leurs ovules à 32 ans s'ils n'ont pas encore d'enfants ou s'ils ne sont pas sur le bord de concevoir, tu sais.
Puis là, fait que, tu sais, bref, c'est ça. Personne, c'est ça. Puis là, je me mettais à penser ça parce que je me disais, je pourrais adopter un enfant. Puis après, si je rencontre un gars plus tard, on ferait un enfant. Mais là, vu que le projet adoption, j'étais comme pas sûre, parce que j'avais regardé pour DPJ. J'avais pas nécessairement regardé pour international parce que je sais que ça coûte hyper cher. Mais là, j'ai fait, non, je vais faire un enfant parce que dans le fond, c'est vrai, j'en veux un à moi. Tu sais, le fait de passer par la première rencontre d'adoption puis de voir que ça fonctionnerait pas, ça m'a fait réaliser aussi, tu sais, je veux essayer d'avoir mon enfant à moi. Puis je veux pas qu'il soit trop tard. Puis on dirait que moi, j'avais toujours eu un feeling que ma fertilité, elle allait... je sais pas comment expliquer. Tu sais, tout le monde dit tout le temps, t'as le temps, là, aujourd'hui, le monde, ils ont des enfants à 40, 45 ans. Tu sais, les stars tombent enceintes à 50 ans. Puis là, je suis comme... tu sais, maintenant, je sais, les stars qui tombent enceintes à 50 ans, c'est pas leurs ovules. C'est avec un don d'ovules. Mais ça, tu le sais pas quand tu connais rien là-dedans. Fait que là, j'étais comme, mais moi, j'ai le feeling que faut que je me grouille. Fait que là, j'ai appelé à la clinique de Sainte-Justine. Je me suis mise sur la liste. Ils m'ont dit, il y a quelques mois d'attente, on va te rappeler. J'ai été vraiment chanceuse, ça n'a pas été long. Je dis que j'ai été chanceuse parce que depuis le nouveau programme de procréation assistée qui est sorti le 15 novembre. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est couvert ou non, tous ces frais-là? Oui, c'est ça. L'ancien programme, c'est que t'avais 9 inséminations couvertes, mais pas le sperme. Puis le sperme, d'une banque de sperme, ça coûte à peu près, si je fais une moyenne chiffron, là, 1000$. Fait que les gens, exemple, que ça marche pas du premier coup puis qu'ils doivent faire, mettons, les 9 inséminations couvertes, ça fait 9000$. Tu sais? Fait que c'est quand même intense. Mais je savais qu'il y avait le nouveau programme qui allait entrer en vigueur au mois de novembre qui disait que là, tu as 6 inséminations couvertes seulement au lieu de 9. Par contre, ton sperme est couvert aussi. OK. Puis un cycle in vitro couvert. Parce que dans l'ancien programme, le cycle in vitro n'était pas couvert. Fait que là, moi, je me suis dit, regarde, je suis pas si pressée que ça parce qu'il y avait la COVID aussi qui faisait que j'étais comme, tu sais, je voyais du monde enceinte en COVID qui voyait personne. Puis j'étais comme, je vais attendre, tu sais, à novembre, je vais avoir le nouveau programme, le sperme va être couvert. Puis en même temps, ça va laisser la COVID passer. Ouais, je dis ça, puis on vient d'avoir l'annonce de Legault il y a quelques jours. Puis, tu sais, il y a Omicron qu'on n'aime pas vraiment. Mais on espère que ça va aller en s'améliorant. On espère qu'au moment où ce sera diffusé, cet épisode-ci, ce soit réglé, mais peu d'espoir, disons-le. Fait que là, c'est pour ça que j'ai attendu, tu sais, à novembre. Mais donc là, c'est ça, en ce moment, pourquoi je disais ça, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Quelqu'un qui appelle à Sainte-Justine aujourd'hui, il va se faire dire, il y a 1 an d'attente. Moi, j'ai appelé en février 2021. J'ai eu mon premier rendez-vous avec le médecin en mai. Fait que, tu sais, c'était pas long, là, c'était comme 3 mois plus tard. Puis après ça, il m'a donné le go pour aller faire tous mes tests de fertilité. C'est ça la première étape. Puis j'avais raison. J'avais un problème au niveau de la fertilité. J'avais pas beaucoup d'ovules. J'avais une basse réserve ovarienne, ça m'a tellement touchée. J'ai vu quand tu as fait l'annonce de ça. Je suis comme, pauvre elle, mon Dieu. Ouais, je savais même pas que ça se pouvait. Basse réserve ovarienne, tu avais les ovaires d'une femme. Non, tu as les. Oui, genre, comme si j'avais 47 ans à peu près. Là. Je pense que j'avais regardé sur Internet. Mais c'est parce que, tu sais, maintenant, on peut avoir accès à nos prises de sang avant de parler au médecin. Fait que moi, j'ai vu mes prises de sang, j'ai ouvert les résultats, puis j'ai vu AMH 0,24. AMH, c'est l'hormone qui dit ta réserve ovarienne. Puis ça, ils regardent ça avec une échographie qui vient compter tes follicules. Puis moi, à l'échographie qui ont compté mes follicules, les follicules, c'est comme les poches dans lesquelles il y a les ovules, j'avais seulement 6 follicules. Mais moi, toutes les filles de mon âge que je voyais dans mon groupe de mamans solo, il y avait comme plein de follicules, là, plus que 10. Là. Fait que là, j'étais là. 6, pas beaucoup. Là, tout le monde me disait, attends le résultat de ta prise de sang. J'ouvre ma prise de sang, je vois AMH 0,24. Je suis là, je parle à ma naturopathe, elle dit, à ton âge, normalement, ça devrait être autour de 2,5. Je suis comme, OK. Là, je commence à faire des searches dans mon groupe de mamans solo sur Facebook. Je fais des searches AMH. Puis je voyais du monde de 40 ans qui disait « les filles, je capote, mon AMH est à, mettons, 0,85, 0,99. » Puis moi, j'étais là. OK, puis moi, avec 0,24 à 32 ans, c'est vraiment pas normal, tu sais. Fait que moi, j'étais sûre, à ce moment-là, je suis infertile. Ça y est. Là, je broyais ma vie. Là, je disais à tout le monde que je n'étais pas fertile, mais je n'avais pas encore parlé au médecin. T'sais, j'avais juste interprété moi-même ces résultats-là. Fait que c'est sûr que le rendez-vous allait à quand, à ce moment-là? Fin septembre. Puis on était en juillet ou en août. Ouais. Hey, le temps de te faire des scénarios de fou. Je pense qu'on était au mois d'août. Mais début août, genre, il me restait quand même un moment. Plusieurs semaines à passer.
Fait que là, mais là, j'ai réussi à me calmer puis à me dire, je vais attendre de parler au médecin. Puis je suis quand même contente parce que le médecin que j'ai, il est vraiment gentil. Puis c'est un, tu sais, il fait tout le temps des blagues, tout le temps dans l'humour. Puis là, j'avais ce rendez-vous-là téléphonique avec lui. J'étais super anxieuse. J'étais sûre qu'il allait me dire, il faut passer à in vitro ou genre au don d'ovule, tu sais. Puis moi, je lui ai dit, là, moi, être enceinte, c'est pas ma passion. J'ai pas tant le goût que ça d'être enceinte. Parce qu'il y a des femmes pour qui c'est ça, C'est ça. Elles ont besoin un jour de vivre C'est ça. la grossesse, Pas moi. puis elles veulent être mères, puis toi, Fait que si moi, je c'était me de fais- créer une famille, mais C'est ça. Si moi, je me fais donner un ovule puis du sperme, ben ça reste, c'est pas mon enfant génétiquement parlant. Fait que je vois pas, moi, l'intérêt de le porter puisqu'une grossesse, ça me fait plus peur que autre chose. aurais-tu été game d'aller vers une mère porteuse? Ben, vu que mes ovules marchent pas, ça aurait pas marché. Ah, ça aurait été avec ses ovules à elle. Fait que ça aurait... Ben non, t'as bien raison. Tant qu'à ça, j'aurais adopté. Là, j'étais en train de regarder pour l'adoption internationale OK. à ce moment-là. Parce OK. que j'étais sûre que j'avais pas le Tu choix. te serais dirigé vers quel pays à ce moment-là? J'ai aucune idée. C'est J'avais pas, hein? pas, OK. C'est pas parce que évident. je savais pas justement exactement quel pays que je pouvais être toute seule, etc. Puis en même temps, je savais que là, les délais étaient plus longs depuis la COVID. Fait que, tu sais, je trouvais ça quand même décourageant. Puis là, finalement, j'ai eu mon rendez-vous. Première chose, quand je prends le téléphone, il dit « Bonjour, Madame Breton, c'est quand qu'on fait un enfant? » Wow! Super de bonne humeur. Là, je suis là « Hein? Je peux? » Là, il est là « Ben oui. » Je suis « OK, mais j'ai vu mes résultats, puis mon AMH, puis tout ça. » Puis il dit « C'est sûr que c'est bas. C'est sûr que vous avez vraiment bien fait de venir maintenant, parce que je peux vous dire que d'après moi, avant 40 ans, vous êtes plus fertile. Ah, Il dit, tu sais, il aurait pas fallu attendre plus que quelques années. wow, imagine! Aïe, aïe, imagine, t'aurais attendu l'homme. Ouais, c'est ça. Fait qu'il me dit, j'aurais pas pu attendre. Puis il me dit, là, on a 2 options, soit qu'on s'en va en insémination, soit qu'on fait congeler des ovules. Mais là, moi, je suis là, ben, je veux je veux faire le projet là. Fait que là, j'ai plus pensé comme moment présent, là. Je veux mon projet, fait que je vais aller en insémination. Mais après ça, j'étais comme, j'aurais pu quand même faire congeler des ovules d'un coup que je veux d'autres enfants un jour. Mais là, je me dis, on verra après ma grossesse. Peut-être que je le ferai. Là. Quelqu'un qui voudrait faire congeler des ovules sans entamer de démarche pour l'instant, est-ce que c'est assez frais? Est-ce que c'est couvert? C'est pas couvert. C'est couvert, je pense, juste si tu as un je sais pas exactement, là, il faudrait retourner voir dans la loi. Ben non, si tu as vraiment un problème, genre un cancer, puis là, ça veut dire qu'il faut que, vu que tu vas faire de la chimiothérapie, tu vas devenir infertile peut-être, fait que là, il faudrait que tu congèles tes ovules avant, quelque chose comme ça. Puis il y a aussi un certain âge, comme en bas de 25 ans, c'est couvert. Oui, quelque chose comme ça, là, mais il faudrait que je retourne voir. De ce que ça peut coûter environ? Moi, j'ai entendu 5 000 $. OK. Oui. OK. Puis c'est spécial que ça soit pas couvert parce que techniquement, c'est tout le même processus qu'une fécondation in vitro. Puis ça, il y en a une qui est couverte. C'est juste que tu fais pas l'implantation tout de suite. À la place, tu les gardes congelés. Puis tu payes les frais pour qu'ils les gardent congelés. C'est quelque chose comme 300 $ par année. OK. Mais non, c'est pas couvert. Ça, c'est une bonne question. Okay. Je ne sais pas, mais ça doit se garder quand même longtemps, là, mais OK. J'imagine tu fais pas ça 20 ans plus tard. Là, tu fais pas congeler tes ovules pour te faire... C'est spécial quand même. C'est la vie qui est là maintenant, qu'on gèle. Tu sais, je veux dire, l'ovule, à un moment donné, il serait parti, là, serait plus là, mais là, en tout cas, c'est spécial. Ben, c'est comme le sperme que je me suis fait inséminer avec. Là, il était congelé depuis une couple d'années. La science! C'est fou. C'est vraiment fou. Fait que là, toi, t'as entamé des démarches de procréation assistée. T'as acheté du sperme. Mais les étapes, là... Ben c'est ça. À partir du moment que le médecin m'a dit ça, moi, il me restait une chose à faire, c'était rencontrer la psychologue. Fait que là, j'ai rencontré la psychologue. Fait que là, mon dossier était complet. Fait que je pouvais commencer quand je voulais. Là, on était au mois d'octobre. J'ai commencé à regarder le sperme en ligne. Puis, tu sais, en ce moment, avec la COVID, il y a une pénurie dans tout, hein, les matériaux de construction, tout ça. Il y a une pénurie dans le sperme. Ben voyons! Ouais. Puis les donneurs se trouvent où, comment? Ils vont en clinique? Je sais pas, c'est des banques américaines. Ah ouais? Fait que s'il y en a d'un peu partout, il y en a. Au Québec, il n'y en avait pas. Ben, je sais que OVO, ils ont une banque interne. Chez OVO, d'ailleurs, chaque année, c'est près de 3000 inséminations qui ont lieu, puis c'est entre 25 et 30 % les mamans solo. Les demandes d'insémination auprès des mamans solo, c'est fou, c'est beaucoup. Ouais. Vraiment, c'est impressionnant. Et, chez OVO, ils ont une banque interne, mais c'est des donneurs anonymes.
Ça veut dire que t'as pas moyen de savoir leur identité jamais. Ça, c'est une chose qu'on a discuté avec la psychologue aussi, là, quand j'ai vu la psychologue. Elle me demandait, est-ce que tu veux prendre un donneur anonyme ou un donneur à identité ouverte? Puis moi, j'avais regardé un documentaire où c'était justement une fille de 40 ans qu'elle était issue d'une maman solo, là, qui avait fait ça il y a 40 ans. Mais dans ce temps-là, c'était juste des donneurs anonymes. Puis la fille souffrait beaucoup de ça. Elle était en grosse recherche identitaire. Elle voulait savoir c'était qui son donneur. Puis sa mère, elle regrettait. Elle disait avoir su, je savais pas, moi, que ça serait important pour elle. Puis la psychologue me confirmait ça quand j'ai eu mon entrevue avec elle. Elle m'a dit, les études démontrent que c'est mieux de prendre un donneur à identité ouverte. Tout simplement parce que si ton enfant, à un moment donné, veut savoir d'où il vient, tu sais, c'est qu'à ses 18 ans, il va pouvoir contacter le donneur s'il le désire. Puis c'est sur le Donor Sibling Registry, je pense, que tu peux retracer ton donneur. C'est ça ou c'est pas... Moi, c'est par la banque directement. Dans le fond, moi, la banque de sperme, là, elle s'appelle Xytex, de où j'ai commandé. Là, j'ai déclaré ma grossesse sur leur site. OK. Puis là, quand il va naître, mon bébé, je vais déclarer ma naissance. Puis là, ben, c'est à partir de... C'est en contactant eux que je vais pouvoir, tu sais, à ses 18 ans, il va pouvoir avoir les coordonnées. Puis le donneur, lui, est-ce qu'il est au courant des étapes que tu vis toi? Est-ce qu'il sait que... Je sais pas. Hein? C'est une très bonne question. OK. Je sais pas. Ah, c'est fascinant. Ouais. Puis, en étant anonyme, est-ce que tu as quand même une idée de son passé génétique et tout ça ou pas du tout? Moi, il n'est pas anonyme, c'est ça. Moi, j'ai non, pas toi, il est anonyme, mais si quelqu'un allait vers un donneur anonyme... Je pense qu'il pourrait avoir beaucoup d'informations. C'est juste qu'il n'y a pas de photos. Sur la personne. Pas de photos, mais beaucoup d'informations sur la génétique, oui. OK. Puis toi, c'était important pour toi de voir de quoi avait l'air le donneur. Oui, moi, je voulais des photos absolument. OK. Parce que je trouvais que... Ça fait peut-être superficiel à dire, là, mais tu sais, exemple, tu rencontres un gars, là, puis tu l'aimes, là, mais que c'est pas le plus beau, je sais pas, il a un gros nez, des oreilles décollées, des dents croches, whatever. C'est pas grave, tu l'aimes. Tu décides de faire un bébé avec lui. Si après ça, ton bébé, il a son gros nez, tout ça, c'est pas grave, c'est le nez de son papa, tu sais, on l'a fait ensemble. Moi, le donneur, il est personne dans la vie de mon enfant, puis je le connais pas. Non, j'ai pas envie, moi, d'accepter son gros nez. Tant qu'il y a une bonne génétique. Ouais. Tu sais, parce que idéalement, je voudrais que mon enfant me ressemble juste à moi, parce que je vais être son seul parent, tu sais, dans les faits. Mais c'est pas comme ça que ça marche la génétique. Il pourrait avoir des traits de son père. Fait que c'est sûr que moi, je trouvais ça quand même important qu'il y ait des traits que je trouvais beaux. Puis, tu sais, au début, je voulais un donneur qui me ressemblait. Je me disais comme ça, il va me ressembler, le bébé. Mais avec la pénurie, ça a vite pris le bord. J'étais comme, bon, juste qu'il paraît bien de bord, puis qu'il n'y a pas trop de... Tu sais, qu'il n'y a pas de traits trop, justement, là, tu sais, mettons, un méga nez ou, tu sais, quelque chose que tu sais, OK, là, si c'est le seul trait qui pogne de son père, ça va être quand même intense, tu sais. Puis moi, j'ai des traits comme quand même régulier dans le sens que rien qui sort de l'ordinaire. Tu sais, j'ai une forme de face ovale, j'ai un nez de forme normale, tu sais, moyen, il est pas petit, il est pas gros. Tu sais, mais tu sais, je dis même pas ça pour dire que c'est beau, mais tu sais, dans le sens que il y a rien qui sort du commun. Tu souhaitais, c'est ça, quelqu'un qui avait des traits réguliers, qui sortent pas du commun. Tu sais, c'est ça. Puis là, finalement, j'ai cherché, ça a été dur parce qu'en plus, là-dessus, ils te mettent les maladies génétiques, là, puis tout, puis là, t'es comme... OK, là, toi, tu connais pas trop ça. Là, finalement, en faisant des recherches, tu vois que, bon, si lui a un gène d'une maladie, il faudrait que moi aussi, je l'aille pour que l'enfant l'aille. Toi, tu as fait des recherches, j'imagine, aussi de ton côté? Ben non, parce que faire des tests génétiques, c'est ultra compliqué, ultra cher, tu sais, ça se fait pas de même. Puis là, moi, j'étais comme pressée dans le temps. Fait que là, j'étais là, ah non, j'aurais dû me prendre d'avance. Fait que là, je me disais, OK, mais là, ce que les filles disent, la plupart dans mon groupe, c'est, hey, quand on rencontre un gars, là, on fait pas de tests génétiques, là. On a peut-être des maladies génétiques puis on le sait Absolument. pas. Absolument. Fait que là, j'étais comme OK, mais ça reste que j'étais pas prête encore à prendre un donneur que c'était écrit qu'il y avait une maladie génétique parce qu'ils te font signer un formulaire de consentement. Décharge. Ouais, une décharge. Là, j'étais là. Pour le moment, je suis pas prête à ça, on verra. J'en ai trouvé un. Il n'y avait pas de maladie génétique, mais il n'avait pas fait tous les tests. Mais tu sais, je me disais, ce qu'on sait pas fait pas mal. Au moins, c'est pas écrit en rouge puis qu'il faut que je signe une décharge. Il avait fait les principaux, ceux qui sont les plus communs, tu sais, la fibrose kystique. Okay. Puis là, il n'y avait rien. J'étais comme parfait. J'ai regardé... Trisomie, tout ça, j'imagine aussi. Malgré que ça, je pense qu'on le voit juste à la clarté nucale. Oui, ben oui. Puis je vais faire le test harmonie aussi, là, avec la prise de sang qui détecte à 99,9. Okay. Mais ouais, il n'y avait rien dans les principaux. J'ai regardé
je voyais même là, les antécédents médicaux de sa famille au complet. Je voyais sa famille, ils sont morts à quel âge, tout ça. Fait que sa famille avait l'air de vivre vieux. Il avait l'air de pas vraiment avoir de problèmes de santé. Tu sais, moi, je regardais ça aussi beaucoup parce que du côté de mon père, il y a des problèmes cardiaques. Fait que là, quand je voyais un donneur avec des problèmes cardiaques dans sa famille, j'étais comme, non, là, je vais laisser une chance à mon enfant. Fait que ça a été quand même compliqué. J'ai fini par en trouver un. Au début, j'étais pas sûre. Puis là, plus ça allait, plus finalement, j'étais vraiment sûre de mon choix. Puis, tu sais, je le montrais à mes amis proches. Là. Je voulais pas le montrer à tout le monde. Tu sais, le gars, il veut quand même rester anonyme un peu. Là. Tu sais, c'est écrit, là, quand tu cliques sur les photos sur le site, c'est écrit comme « je consens à ne pas les partager ». Puis ci, puis ça, là, tu sais, c'est quand Toi, même... tu pourras jamais communiquer avec lui directement? Non. OK. Non, ça va être mon enfant, c'est 18 ans. Puis est-ce que tu sais combien de demi-frères, demi-sœurs pourraient avoir ton enfant? Non, je sais pas. Je sais pas. C'est quand même fou quand on y pense. Oui, sauf que moi, c'était important quand même qu'il y ait des grossesses déclarées. Parce que je me disais, ça veut dire son sperme marche. Tu sais, super sperme! Ouais, s'il y en a qui a 0 grossesse déclarée, t'es comme, OK, il n'y a pas plein de demi-frères partout. Mais... Puis il y en avait combien de grossesses déclarées? Mais t'as pas le chiffre. Ah, t'as pas le chiffre. OK, mais il y en a. Tu savais qu'il y en avait. Ouais. Puis il y avait quel âge? Au moment où il a éjaculé. Je suis pas certaine. On sait pas, hein? Oui, je l'avais l'information, mais je suis pas certaine parce que ça disait son année de naissance, mais sauf qu'il avait pas fait de don depuis un certain nombre d'années. Il fallait comme calculer. Je pense qu'il était fin vingtaine, là, quelque chose comme tu dis, il s'était congelé dans le fond. Oui, c'était congelé. Wow! Ah, c'est fascinant, là! La science, c'est fou, Ren. OK, et là... J'ai eu ma première insémination, ma seule insémination le 22 novembre. Yes. Dans le fond, comment ça marche, c'est que tu appelles la clinique à ton jour 1 de ton cycle, fait que quand tu as tes règles, fait que là, je les ai appelés à mon jour 1 le 8 novembre. Puis là, ils m'ont donné mon rendez-vous pour mon échographie le 19 novembre, je pense. Puis dans le fond, c'est que tu fais... le 18 novembre. C'était à mon jour 12. Puis moi, j'avais des hormones à prendre parce que quand j'ai parlé au médecin au téléphone, là, au début, lui, il voulait m'essayer les inséminations naturelles. Pas de médicaments. Là, j'étais là, wow, on vient de dire que j'avais une basse réserve ovarienne, on peut-tu me laisser une chance? Ça me tente pas en tout d'essayer des cycles naturels. Moi, je crois pas à ça. Moi, je suis le genre de personne dans la vie qui met toutes les chances de mon côté. D'ailleurs, j'avais fait plein d'affaires avant mon insémination. Là. Moi, j'avais... Je suivais, là, t'as vraiment suivi. Moi, j'ai suivi plein de conseils, puis tu sais, j'ai fait l'hypnothérapie, l'acupuncture, plein de choses. Tu sais, je mangeais pas de café, pas de chocolat, pas de sucre. Mais là, toi, là, t'es allé jusqu'à regarder tout ce qui contenait. Il y a un truc là, qui est vraiment pas bon pour la santé, puis dont on ignore là, en ce moment, mais c'est quoi déjà? Les BPA? Les BPA? Oui. OK, les BPA. Il y en a plein. C'est pour ça que je suis comme lequel à parle. Okay. Ouais, moi, dans le fond, j'ai acheté un livre là, que toutes les filles dans mon groupe disaient. Puis, tu sais, récemment, il y avait une fille dans le groupe qui venait de tomber enceinte à sa première insémination. Puis, quand le monde il disait, c'est quoi ton truc? Elle a dit, moi, j'ai tout suivi les conseils dans le livre. It starts with the egg. Fait que moi, j'étais là, c'est pas la première fois que les filles en parlent. Tout le monde suit ça. Fait que moi, j'étais allée acheter le livre sur Amazon. Puis là-dedans, ça te conseille plein de suppléments à prendre pour aider la qualité de tes ovules. Parce que moi, ce que j'ai lu aussi dans ce livre-là, c'est que les filles qui ont la condition comme moi, qui ont une basse réserve ovarienne, souvent, ça vient avec une mauvaise qualité d'ovule. Si tu as une mauvaise qualité d'ovule, tu vas pas tomber enceinte ou tu vas faire des fausses couches. Fait que là, il y avait plein de suppléments qu'elle recommandait. Puis la fille qui a écrit ça, c'est pas une nobody, là, c'est une biochimiste, microbiologiste, puis elle disait le pourquoi du comment. Là. Ça, c'est bon parce que ça fait ça. Fait que là, tu lis ça, tu dis, OK, là, t'achètes tous les suppléments. Là, j'ai appris dans ce livre-là que les BPA, qu'est-ce qu'il y a dans les plats de plastique qu'on fait chauffer au micro-ondes. Il y a ça aussi dans les cannes de conserve des BPA. Tout ça, ça affecte vraiment les hormones. Les phtalates aussi, ça, il y a ça dans tous les parfums artificiels ou il y a ça dans le vernis à ongles, il y a ça dans plein de choses. Ça aussi, ça affecte beaucoup. Puis là, je me suis mis à regarder tous les produits que j'achetais de beauté, de maquillage, les ingrédients, parce que dès qu'il y avait un perturbateur endocrinien, ça veut dire un perturbateur d'hormones, mais ça peut affecter la fertilité. Puis moi, je me disais, j'ai une basse réserve, il faut que je mette toutes les chances de mon bord. Fait que j'ai vraiment comme tout fait ce qu'il y avait dans le livre. Je pense que la seule chose que j'ai pas suivie à la lettre, c'était le café puis l'alcool, parce qu'elle disait de diminuer vraiment beaucoup. Tu sais, l'alcool, j'ai diminué à la fin, là, vraiment comme le mois avant mon insémination, mais j'ai pas arrêté complètement. Puis le café, le problème, c'est que moi, je prends une machine, une machine Tassimo, là, que tu mets ta capsule, puis ça, l'eau chaude, elle va dans le réservoir de plastique. Fait il y a des BPA. Ouais. Mais ça, j'étais comme,
non, ça, je peux pas. J'ai besoin de ça, mais c'est la seule affaire que j'ai gardée, je pense, avec des BPA. J'ai changé j'ai acheté juste des plots de vitre, tout. J'ai fait plein d'affaires. Fait que là, quand le médecin me dit on va faire un cycle naturel, je suis comme non. Moi, j'ai tout fait, là. Puis moi aussi, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait de l'ostéopathie aussi. Ouais, moi aussi. Je suis comme non, je veux de la stimulation ovarienne. Il dit OK, on va t'en donner de la faible parce qu'il dit il y a un plus gros risque de grossesse multiple avec ça. Mais moi, dans ma tête, je me dis j'ai pas beaucoup d'ovules. Il va pas m'en popper 4 tout d'un coup, là, tu sais. Étais-tu prête à au moins 2? Ouais. Puis je sais pas, j'en ai peut-être 2. Mais oui! On sait pas. C'est fait que là, dans le fond, il me dit OK. Fait que là, jour 3 à 7 de mon cycle, j'avais des médicaments à prendre de stimulation ovarienne. Fait que là, après ça, j'arrive à l'échographie jour 12 de mon cycle. Puis là, c'est le même médecin qui m'avait parlé au téléphone qui était là, parce que, tu sais, on sait pas, des fois, ton échographie à ton jour 12, ça pourrait être un autre médecin qui est de garde, mais c'était le même. Puis là, il dit bon, ben pour quelqu'un avec une basse réserve ovarienne, vous êtes une bonne pondeuse. Il dit, je sais pas ce que vous faites, mais continuez à tout faire ce que vous faites parce que là, vous avez 2 beaux follicules matures. Puis là, il me dit, dans le fond, il faut revenir mardi pour l'insémination. Puis là, j'avais un médicament à m'injecter 36 heures avant pour déclencher l'ovulation. Fait que là, je suis partie chez moi excitée comme ça se peut pas. J'arrêtais pas de dire que j'étais une poule puis une bonne pondeuse puis j'étais donc bien contente. Mais là, ça, c'était le vendredi. Il m'a dit de revenir le mardi pour l'insémination. Moi, le dimanche, j'ai senti mon ovulation vraiment beaucoup. Puis moi, c'est drôle, depuis que je fais tout ce que je fais avec le livre puis tout ça. Puis j'ai oublié de mentionner, je voyais aussi une naturopathe qui, elle aussi, ben, elle m'a comme approuvé pas mal tout ce que les suppléments que j'avais vus dans le livre. Puis elle m'a aussi aidé au niveau des conseils alimentaires, tout ça. Moi, là, je sentais tout ce qui se passait dans mon corps. Je sentais tout le temps mes ovulations. Vraiment à l'écoute, puis... Ouais. Puis là, j'ai senti mon ovulation dimanche. Fait que là, je me suis mis à angoisser parce que là, je lisais sur Internet, puis ça disait que ton ovule, une fois qu'il est sorti, il reste là 24 heures. Mais mon insémination était prévue juste le mardi. Puis on était dimanche après-midi. Oh! Fait que là, j'étais là, oh là là, non, ça marche pas. Là, j'étais stressée, là. Fait que là, finalement, j'écris dans mon groupe, là, les filles me disent, ben appelle à la clinique demain, essaie de te faire inséminer demain, tout ça. Fait que là, finalement, c'est ce que j'ai fait. Fait qu'ils ont accepté. Wow! Fait que je me suis fait inséminer le lundi au lieu du mardi. Puis est-ce que tu avais raison? C'était vraiment ton ovulation? Ben eux, ils peuvent pas savoir. OK. Parce qu'ils font pas d'échographie quand t'arrives à... Mais sûrement que j'avais raison parce que je suis enceinte. C'est officiel, je suis vraiment contente. Mon Dieu, que je suis contente. Parce que là, moi, je te suivais là, dans tes stories. Puis c'est ça qui est intéressant aussi sur ton Instagram, Geneviève... Oui, jen.bradshaw. Oui, exact. Donc, c'est là qu'on peut suivre tout ton processus depuis jour 1. Donc, dans tes stories, tu as, c'est ça, étape par étape. Ouais. Mais félicitations. Merci. Puis vraiment, comme je disais, je suis vraiment honorée que tu sois à ton premier podcast avec moi, finalement. Oui. Donc, puis là, ben c'est ça. Donc là, c'est officiel. T'es enceinte. En fait, t'as fait des tests. C'était hyper stressant. Et moi, je te suivais. Là. Puis parce que ce que tu prenais comme hormone pouvait créer des faux positifs, c'est ça? Oui, la piqûre que je disais que j'ai fait, ben là, c'était supposé être 36 heures avant l'insémination, mais moi, finalement, ça a été pas mal moins longtemps que ça. Ça a été comme 12 heures avant mon insémination, vu que finalement, je me suis fait inséminer le lendemain. Mais dans le fond, cette piqûre-là, ça s'appelle Ovidrel. Ben ça tu t'injectes un peu l'hormone de grossesse. Tu sais, l'hormone HCG là, que tu as, c'est ça qui fait que ton test de grossesse est positif. Ben il y en a dans le Ovidrel. Fait qu'ils te disent vraiment attends de tester au jour 14-15, sinon tu peux avoir des faux positifs. Mais là, il y a plein de filles justement dans le processus de fertilité que eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils testent à chaque jour pour voir le test positif pâlir jusqu'à temps que Ovidrel sorte de leur corps. Fait que là, après ça, ils savent si ça redevient positif, c'est que c'est un vrai positif. Moi, j'étais pas sûre au début que je voulais faire ça. Je trouvais ça quand même stressant, faire un test à chaque jour puis tout ça. Mais finalement, au jour 8 après mon insémination, j'ai flanché. Tu t'es dit, au pire. C'est ça. Fait que là, je me suis dit, au pire, je vais être déçue si je pense être no matter what, là, que je l'apprenne à cause que je fais un test à chaque jour ou que je l'apprenne à jour 14, 15, je vais être déçue, là. Fait que là, j'ai commencé à faire un test jour 8, jour 9, jour 10, super pâle. Jour 11, il y a encore une ligne. C'est pas très clair si c'est comme un peu plus foncé. Puis là, jour 12, là, on pouvait plus se tromper. La ligne avait foncé. Jour 13 aussi. Fait que là, c'est là que j'ai vu que j'étais enceinte. Mais j'y croyais pas, là. Tu sais, j'envoyais les photos à mes amis, puis ils sont comme, ben oui, la ligne est plus foncée. Jen, t'es enceinte? J'étais comme, ben non, ça se peut pas. Genre, j'ai une basse réserve ovarienne, puis j'ai juste fait un essai. Tu sais, genre, j'y croyais pas. Ouais.
Fait que ça a fonctionné. Ah, oui. C'est fun. Puis là, les prochaines étapes. Là, tu as une autre échographie qui va être... oui, j'ai une échographie à 7 semaines de grossesse. Fait que dans le fond, dans un peu plus d'une semaine, là, le 29 décembre. Fait que je sais pas quand ça va être diffusé, peut-être que je vais l'avoir fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben, c'est l'échographie de viabilité. Là. Fait que là, c'est ça, on va voir si le cœur bat, si la grossesse est à la bonne place, etc. S'il y en a un ou s'il y en a deux. Parce que vu que j'avais 2 follicules à mon échographie, ça veut dire que ça se pouvait que j'aille des jumeaux. Tu sais, j'avais des chances. Si les 2 follicules maturaient puis que les 2 étaient fécondés, ben, j'avais des chances d'en avoir 2. Okay. Fait que c'est là que je vais le savoir. J'ai déjà pris mon premier rendez-vous de suivi de grossesse en janvier. J'ai déjà pris même mon rendez-vous pour faire le test Harmonie à 12 semaines de grossesse. Moi, à 12 semaines, je voyais déjà le tubercule génital et je savais que ça allait être un garçon. Ah ouais? Par le tubercule génital. Puis c'est pas tout le monde qui veut... ben c'est pas tous les centres qui acceptent de le mentionner à ce moment-là. Là, parce que des fois, ça peut être pas clair. Là, mais clairement, c'est un petit gars. Là, puis j'étais comme... Wouhou! Mais peu importe, ça aurait été un gars ou une fille, j'aurais été contente. Ouais. Mais là, je savais. Puis finalement, c'était bien ça. Mais et là, je vais tomber dans les questions vas-y. Très, très perso. Là. Ouais. Ben, quelque chose de bien léger. Est-ce que tu as déjà une idée du nom que tu vas donner, que ce soit un garçon ou une fille, ou pas encore? Oui, ah ouais? Pas mal. Ouais. Ben, j'ai pas mal mes choix, là, je te dirais. Okay. Là, si c'est un garçon... Ben oui. Ouais. Si c'est un garçon, je vais l'appeler Olivier. OK. Puis si c'est une fille, je vais l'appeler Raphaël. Ah, c'est beau. Ouais. Très beau. Je suis très dans les noms plus conventionnels. Ouais. Maintenant, c'est quand même, il y a la mode, il y a des nouveaux noms qui sortent. Ouais. Moi, je suis un peu plus dans le traditionnel. Ouais. C'est ça. OK. Puis, est-ce que tu as... En fait, je sais que t'as pas renoncé à l'amour et tout ça, mais là, j'imagine que t'es dans une période, t'es très concentré sur toi, sur ta grossesse, tout ça. Mais si quelqu'un se présentait en ce moment, est-ce que t'es complètement fermé durant la période de création de ton enfant ou tu restes ouverte? Puis, Je suis pas 100% fermée. Tu sais, moi, honnêtement, le dating, j'étais tannée. Là. Quand j'ai pris cette décision-là l'année passée, ça faisait comme... J'avais pris un break de dating puis je me voyais pas redater. J'étais vraiment tannée. Mais, tu sais, récemment, là, je pense une semaine après mon insémination, la même semaine de mon insémination, j'ai eu une date, là. Fait que je suis pas 100% fermée, mais c'était les circonstances. Là, c'était parce que c'était quelqu'un que j'avais rencontré dans le cadre du travail. Les deux, je pense qu'on se trouvait cute. Puis là, quand il a arrêté de travailler en collaboration avec nous, fait qu'on était comme, on travaille plus ensemble, OK, cool. On peut aller plus loin. C'est ça, mais finalement, c'est pas aller plus loin que genre une date. Mais tu sais, si ça arrive... Ça arrive, là. Moi, c'est pas... je suis pas fermée. Tu vas l'informer de... Ben, oui. Dès le premier moment, lui, en fait, il savait dès le départ parce que comment il m'a abordé, c'est qu'il est venu me suivre sur Instagram. OK. Fait que lui... jour 1, là, c'est ça, il était comme « Ah, OK, t'as un beau projet. » Tu sais, j'avais des stories comme ça donnait que j'avais des stories par rapport à ça cette journée-là. Puis il était comme « Ah, OK. » Puis il était au courant. Fait que moi, c'est sûr et certain que j'informe dès le départ. Là, c'est important pour moi là, parce que si ça te dérange, ben... bye, là, comme vu que je tiens pas tant à dater puis que je suis vraiment bien toute seule, j'ai pas envie, moi, de faire croire quoi que ce soit à quelqu'un. Puis dans une couple de semaines, ça va se mettre à paraître aussi. Vraiment, oui, vraiment. Mais c'est ça, je suis pas fermée. Tu sais, ça m'étonnerait quand même que je rencontre quelqu'un pendant ma grossesse, là, mais tu sais, on sait jamais. Mais moi, tu sais, comment je voyais ça quand j'ai pris cette décision-là, c'était plus, tu sais, justement, mes 2 parents sont séparés. Mes 2 parents, ils ont rencontré l'amour de leur vie après avoir eu leurs enfants, tu sais. Ils se sont séparés, ils devaient avoir 40... début quarantaine, mes parents, entre 40 puis 45. Puis ma mère, elle a tout de suite rencontré son chum, mais mon père, ça a été plus long. Mon père a rencontré sa blonde peut-être 15 ans plus tard. Mais là, je sais, on sait pas ce que l'avenir nous réserve, là, mais je suis sûre, moi, qu'ils vont finir avec leur chum et leur blonde en ce moment. Ils ont trouvé leur plus un. C'est ça, après avoir eu des enfants. Fait que moi, j'étais comme, OK, mais moi, il me manque juste l'étape de rencontrer le père de mon enfant, mais ça n'a pas marché, cette étape-là. Fait que je vais le faire, mon enfant, puis ça veut pas dire que je vais pas rencontrer quelqu'un après. Tu sais, je suis pas fermée pour plus tard, mais c'est sûr que pour le moment, j'ai pas vraiment la tête à ça. Je serai pas sur des applications de rencontres en ce moment. Mais si l'occasion se présentait, puis que ça fitait vraiment avec quelqu'un, je dirais pas non juste à cause de mon projet, mais effectivement, il faudrait que ce soit bien clair. C'est ça mon projet. Mais pour le moment, c'est ça ma priorité aussi. Mais tu aurais peut-être un autre enfant avec cette personne-là. C'est ça. Mais moi, j'aime bien les papas.
Fait que moi, rencontrer un papa qui a déjà son enfant, puis que moi, j'ai mon enfant, moi, c'est comme un peu ça mon idéal, je te dirais. Ouais. J'aime beaucoup les papas. j'ai un fétiche de papa. Oui, c'est la fibre paternelle, ça t'attire? Ben oui, je sais pas. J'ai daté quelques papas dans les dernières années, puis j'ai trouvé que ces personnes-là, à cause qu'il y avait un enfant, puis qu'en plus, ils s'étaient séparés, fait qu'ils devaient s'occuper de l'enfant seul, sans compter sur la mère, quand il était seul avec l'enfant. Responsable. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est que ça les a fait devenir responsables. On dirait, ben, j'avais pas connu ces gars-là avant, là, ils l'étaient peut-être déjà, mais tu sais, on dirait que ça... C'est souvent ça qui arrive après une séparation. Ouais. Monsieur qui était pas trop présent, qui prenait un peu sa famille pour acquis lors de la séparation, parce qu'on sait, quand il y a une séparation, souvent chez la femme, son idée est faite depuis longtemps avant de se séparer. Puis pour lui, c'est un choc. Puis là, par après, pouf, là, il prend ses responsabilités. Puis... Ben oui, parce que là, il n'a pas le choix, parce que là, il ne peut pas compter sur la mère, parce que là, c'est sa semaine ou sa journée. Fait que là, il faut qu'il... Puis les papas que j'ai datés, c'était ça, c'était du monde organisé, entrepreneur, responsable, qui prenait leurs responsabilités. Puis ça, moi, j'ai vraiment besoin de ça chez un gars, chez un homme, je devrais dire, parce que justement, les petits gars sont pas comme ça. Chez un homme. Ouais. Puis c'est ça. Fait que moi, j'aime beaucoup, beaucoup les papas. OK. Fait que ça serait ça mon idéal. C'est dans une couple d'années, là, quand j'ai mon enfant qui va avoir quelques années, puis que là, je rencontre un gars qui a un enfant aussi, puis qu'on était une belle petite famille recomposée. Là. Oh, c'est fun. Ouais. Moi, tu sais, il y en a qui aiment pas ça, là, les familles recomposées. Tu sais, pas qui aiment pas ça, mais que justement, eux, ils disent le modèle traditionnel, c'est ça ou rien. Fait que là, s'ils vivent une séparation, pour eux, c'est un gros échec. Moi, on dirait que, en ayant pris ma décision, c'est sûr que ça me dérange pas, mais tu sais, les familles recomposées, là, il y en a beaucoup. Là, je pense que c'est quoi, une famille sur 5, quelque chose comme ça? Mon Dieu, j'ai pas la statistique, mais je sais que les parents célibataires, il y a 47 de la population, 44,37 de la population qui est célibataire au Québec. Là-dessus, il y en a 38 qui sont des parents célibataires. OK. Donc, c'est énorme, ben oui, en tout cas, au niveau des Mais les familles recomposées, il y en a beaucoup. Là, ah oui, vraiment. Puis moi, ça, je vois pas le problème avec ça. J'en ai autour de moi, puis ils sont tellement bien, puis c'est des belles familles. Oui. Comme la nôtre aussi, là, tu sais, c'est certain que c'est plusieurs humains, donc plusieurs personnalités à faire fitter. Ouais. Mais quand ça fit, là, c'est génial, là, c'est vraiment le fun, c'est ça, de vivre sous cette formule-là. Puis est-ce que tu as pensé un peu au moment où tu vas avoir à l'annoncer à ton enfant? Ou j'imagine que ça va se faire, ça, tranquillement, des petites questions par-ci, par-là, quand il va être jeune. Oui, bien c'est ça. Puis quand j'en avais parlé ça aussi avec la psychologue, elle disait que l'âge recommandé, c'est dès qu'il est en âge de comprendre là, vers 3-4 ans, avant qu'il commence l'école. Parce que, tu sais, à l'école, là, il va probablement s'en faire parler par les autres enfants, puis tout ça. Ben, même à la garderie, ça pourrait commencer, les questions. Ouais. Moi, c'est sûr que je vais tout le temps, 100% être honnête par rapport à ça. Fait que s'il me le demande quand il y a 3 ans puis il revient de la garderie, ben il va avoir sa réponse. Tu pourrais rencontrer quelqu'un alors que l'enfant n'est pas encore né, ça pourrait être papa? Est-ce que symboliquement, oui. Ouais. Adoption, non. Non. OK, parfait. C'est ton enfant. C'est mon enfant. Ce sera un petit breton. C'est ça. Parce que, tu sais, je veux dire, je dis pas que plus tard, tu sais, justement, symboliquement, c'est lui qui l'a élevé. Puis là, à 15 ans, lui, c'est ça qu'il veut, l'enfant. Puis il a l'âge de me dire ce qu'il veut à 15 ans. Puis, OK, let's go. Mais plus jeune que ça, on dirait que, tu sais, dans ma tête, les couples finissent souvent par se séparer. Donc, ça me tenterait pas de devoir gérer la garde partagée avec quelqu'un que c'est même pas son enfant. C'était mon projet à la base. Fait que, tu sais, OK. Adoption, pas pour le moment. OK. Non. Puis, est-ce que, comme là, on parlait de l'identité de la personne, t'as une photo claire de lui? Oui. Et tu pourrais la montrer à l'enfant lorsqu'il sera prêt à ce moment-là? Oui. Ben moi, en fait, j'ai pris une photo de mon écran d'ordi parce qu'il y avait comme une série de photos, là. Puis j'ai comme pris une photo de mon écran d'ordi, fait que je vois des photos de lui quand il est petit, puis quand il est plus vieux. Puis là, quand j'ai déclaré ma grossesse sur le site de la banque de sperme, ils m'ont dit parfait, on va confirmer ça, puis après ça, on va vous envoyer une photo de votre donneur. Fait qu'ils vont m'en envoyer une plus claire, là, parce que moi, c'était une photo de mon écran d'ordi. Mais jamais tu pourras entrer en contact avec lui? Non. De toute la vie? OK. Puis ça va être mon enfant quand il va avoir 18 ans. S'il veut. Si lui veut, lui, il va pouvoir, ton enfant, si elle ou il, va pouvoir contacter son papa. C'est ça. Puis la psy disait que la plupart des enfants le font même pas. Ah, mais juste de savoir qu'ils ont la possibilité de, ça les apaise. OK. Ouais. Puis, mon Dieu, j'avais une autre question.
Il n'y a pas une application qui existe un peu comme Tinder, comme... Pour trouver un donneur. Évidemment, moi, je vante toujours mon application GoSeeYou pour les célibataires sérieux 35-65 ans. Mais pour les gens qui veulent jouer, c'est Tinder. Et il y a une application qui existe pour les donneurs et les femmes qui cherchent des donneurs et tout ça. Ça s'appelle... Just a Baby. Just a Baby, ouais. Mais ça, c'est pas pour faire en clinique. T'sais, moi, je tenais à faire en clinique. Ça, c'est entre deux humains consentants? Oui, c'est parce que, tu sais, moi, je pourrais pas arriver en clinique puis dire « Salut, j'ai acheté mon échantillon de sperme sur une application par rapport, là. » Non. Tu sais, ça prend une vraie banque de sperme. Moi, la banque de sperme, ils l'ont envoyé. Tu sais, c'était congelé. Là, ils l'ont envoyé direct à l'hôpital. Ils me l'ont pas envoyé. Oui. C'est pas moi qui ai reçu mon échantillon par la poste. Fait que j'ai mis ça dans mon congèle. Tout est légal, tout est bien... Puis tout est bien fait, là. Exact, c'est ça. Là, cette application-là, c'est, exemple, il y en a qui font ça. Ça s'appelle une insémination artisanale. C'est que ça, ils vont décider, c'est deux personnes qui vont décider, ben tu veux me donner du sperme, moi je veux avoir un enfant, go. Fait que là, ben ils ont le choix de le faire de façon naturelle, en couchant ensemble, de façon semi-naturelle, j'ai appris ça. Ça, c'est si le gars se touche, puis là, juste avant de venir, la fille embarque, par exemple. Ou de façon artisanale, que là, ben il va vraiment venir dans un petit pot, la fille va prendre une seringue, elle va se l'injecter. Ça, il y en a plein qui font ça parce que, ben justement, vu que ça coûtait cher, les inséminations, ben le sperme, ça coûtait 1000$. Fait que là, le monde se disait, j'aime mieux faire ça. Il y a plein de raisons. Il y en a ça n'a pas marché en clinique, qui n'ont plus d'essais, puis ils se disent, je vais aller faire ça. Fait que moi, j'avais regardé des gens qui ont essayé de façon artisanale? Oui, ben je parle à certaines mamans solo qui l'ont fait de cette façon-là. Tu sais, c'est ça, c'est spécial parce que là, il faut que tu fasses idéalement un contrat avec la personne pour pas que lui réclame des droits, mais pour pas que toi non plus tu réclames de pension. Est-ce qu'au Québec, on peut faire ça? Ça a pas vraiment de force, ce contrat-là, en fait. Ouais. Le papa devient donc, à moins qu'elle dénonce... Ben toi, tu le déclareras pas sur l'acte de naissance, mais si lui, il s'en vient comme demander un test de paternité puis tout ça... Il pourrait demander un test de paternité puis finalement exiger la garde de l'enfant. Il pourrait. C'est ça. C'est pas encore bien encadré. C'est ça le problème. C'est ça. Fait que, tu sais, faut vraiment que tu tombes sur quelqu'un que t'as confiance qui va pas essayer de... Ben, tu sais, toutes les histoires que j'ai entendues qui ont fait ça, il y a aucun gars qui est revenu dans le décor, là, mais tu sais, c'est juste qu'il faut être conscient que ça pourrait arriver. Ouais. Puis, connais-tu des hommes, des papas solos qui auraient pu avoir recours peut-être à une mère, je sais pas. Non, j'en connais pas. Mais parce que c'est vraiment compliqué. Là. Ils viennent juste d'encadrer les mères porteuses au Québec. Ça vient juste, là, il y a quelques semaines, j'ai vu ça annoncé. C'était un nouveau projet de loi. Mais avant ça, c'est pas encadré. Fait que ça fait en sorte que les gens, exemple, tu sais, les couples gays, là, Joël Legendre, il a fait ça avec son conjoint, sont allés en Ontario. Puis ça coûte à peu près 80 000 $. Parce qu'en Ontario, c'est encadré. Puis là, ils passent par une agence là-bas qui va trouver la mère porteuse, mais là, ça coûte des frais puis c'est super dispendieux. Ça n'était pas encadré encore au Québec, mais là, ça va le devenir. Je sais pas ça va être quoi les coûts au Québec, là, mais au moins, là, ça va devenir encadré. OK. Il y a de plus en plus, on voit comme, par exemple, des cas comme André Martin, publiquement, elle en parle, là. Une journaliste de TVA, André Martin, son ami Laurent, qui, lui, est, je crois, gay, ont décidé de vivre la coparentalité, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, dans ce cas-là? C'est de la coparentalité. Donc, elle était célibataire et avait envie d'avoir un enfant. Lui, même chose. Donc, là, j'imagine, je sais pas si ça va être une garde partagée ou quoi que ce soit, mais, tu sais, dans le fond, que ce soit une garde partagée ou pas, l'enfant va être élevé dans l'amour. C'est que les parents soient ensemble. Un autre modèle de famille qui est pas traditionnel. Puis moi, je suis contente qu'on en parle chaque fois que je vois ça. Là. Moi, c'est pour ça que j'en parle, en fait, sur mon Instagram. Il faut c'est que, tu sais, justement, les gens qui vont se séparer, il faut qu'ils arrêtent de voir ça comme l'échec d'une vie, j'ai échoué ma vie. Non. Le modèle là, le américain, là, ça prend un papa, une maman, des enfants, un chien, une maison, un chalet. C'est la société qui nous dicte ça. C'est ça, exactement. C'est ridicule. Tu sais, moi, je suis bien toute seule en ce moment. Il y a ça aussi, là. C'était pas juste que j'avais pas trouvé quelqu'un, c'est que ça me tentait même pas de trouver quelqu'un, mais je voulais un enfant. Puis, tu sais, avant, on aurait dit, ben, l'un va pas sans l'autre, Geneviève. Si tu veux être toute seule, tu peux pas avoir un enfant, tu choisis, il faut que tu trouves un chum. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, je peux décider, je vais avoir un enfant tout seul. Oui. Puis là, toi, tu as fait ce que la majorité des gens ne font pas. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en couple pour être en couple, qui passent d'une relation à l'autre sans jamais apprendre à être bien seul. Fait que ça multiplie les séparations, ça fait des enfants au travers pour essayer de sauver le couple. Puis là, ça explose. Puis
Tu sais, toi, là, C'est t'es ça. bien, tu vas être une maman épanouie, une maman vraiment généreuse qui va vraiment prendre soin de son enfant. Puis cet enfant-là, je suis persuadée qu'il va être élevé dans un contexte d'amour et de... Non, mais c'est vrai, justement, c'est vraiment... je suis vraiment contente pour toi. Là, j'ai suivi ton processus et tout ça. Donc, je pense qu'on a pas mal fait le tour de tout ce qu'on... de tout ce que j'avais comme question. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour les prochains mois, dans le fond, que ça fonctionne bien? Ça accroche, là, il est accroché. T'as continué l'acupuncture? Oui, je continue l'acupuncture, je continue mes suppléments, pis tout ça, mais je veux qu'il reste, là, parce que je suis tellement contente, j'en reviens pas encore. Pour moi, c'est comme un rêve que ça ait fonctionné du premier coup, mais tu sais, je mets beaucoup d'espoir dans ce petit bébé-là. Puis en plus, mon donneur, que finalement, j'avais vraiment appris à aimer puis à être contente de ce choix-là, mais il est plus disponible. Wow! Fait que là, c'était là, fallait que ça marche, ça a marché, fait que là, faut que ça accroche. L'acupuncture, moi, je suis allée tout au long de ma grossesse pour me dire que ça me donnait, que ça rendait les bébés calmes, ça faisait en sorte que vraiment, c'est ça, ils se développaient dans un... de tout notre ventre, tout l'environnement, finalement, ça renforçait tout, là, donc, tu fais bien. Ça va y aller. Ben merci beaucoup. Puis on peut te suivre c'est ça, sur Instagram, Facebook aussi. Oui, Facebook sur la page de Champagne et Confetti, mais surtout sur Instagram, là, c'est là que j'en parle le plus, jen.bradshaw. Puis sur ton site, c'est ça. Puis t'as les groupes Facebook pour les mamans qui souhaitent devenir solo. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Ou oui, les groupes Facebook, ça s'appelle Maman Solo par choix Montréal et les environs. Okay. Je m'étais fait recommander ça par une maman solo que mon amie connaissait, puis elle m'avait mis en contact avec. Puis dans le fond, je suis allée faire ma demande au tout début avant même d'avoir commencé le processus. Puis c'est génial parce que tu as vraiment des réponses à toutes tes questions. Comme je disais tantôt, c'est sûr, c'est un couteau à double tranchant parce que c'est là que je voyais là, mon AMH est bas comparé aux filles dans le groupe, pis ci, pis ça. C'est ça qui arrive. Faut pas trop se comparer, comme on a mal à la gorge, des fois on va sur Internet, j'ai le cancer. C'est ça. Puis le monde, des fois, ils demandent des conseils que tu as le goût de leur dire, ouais, mais demande à ton médecin. Tu sais, il faut quand même, tu sais, moi, j'ai bien fait de m'être calmée puis d'attendre de parler au médecin, puis c'est le médecin qui m'a encouragée, puis regarde, il avait raison, j'ai réussi, tu sais. Fait qu'il faut quand même se fier sur notre médecin, mais par contre, c'est super pour plein d'autres choses. Des fois, ça va être le support, là. On voit des mamans qui ont déjà leur enfant, qui ont juste besoin de ventiler parce qu'ils trouvent ça difficile, parce que, tu sais, c'est pas parce qu'on a décidé de faire ce projet-là qu'on va jamais trouver ça dur. Hein? Mais non. Tu sais, les mamans en couple, là, des fois, ils chialent, qui sont à bout, là. Ben, les mamans solo, on a le droit de chialer aussi. Les fluctuations d'hormones aussi qui vont survenir. Mais as-tu déjà des symptômes ou des... J'ai mal au sein. Ah oui? Bon Dieu, c'est bon beaucoup, signe, ça. Là, comme la nuit, il faut que je mette un top sport parce que s'ils se promènent lousse, là, je les accroche, là, ça fait mal. OK. Penses-tu à l'été? Oui, je vais essayer. Ouais. Moi, je vais pas forcer les choses si, exemple, ça fonctionne pas, là, mais je vais essayer. Moi, j'avais mis une croix là-dessus, 5 jours plus tard. La montée de lait, toi, chose. T'as pas idée jusqu'où ça peut aller. Oh my God, j'ai hâte de voir. 2 ballons de football. Fait que c'est ça, les maux de sein, je suis essoufflée. Ça, c'était mon premier symptôme. J'ai juste monté les marches chez nous. Ah ouais? Ouais. Puis là, je me suis rendu compte hier, j'ai des ongles très durs. Plus forts. Ouais, des ongles durs. J'ai des boutons d'acné, par exemple. Parfait. Mais ça fait partie de... Ben oui. Mais j'ai souvent mal, moi, dans le bas-ventre, comme si j'étais dans ma semaine. OK. Très souvent, à chaque jour. Électrique, puis, OK. Là, tu vas voir ta chevelure va devenir extraordinaire. Moi, j'ai hâte. Parce que tu vas moins perdre tes cheveux. Fait que là, tu vas avoir un beau volume de cheveux. Puis là, 6 mois après l'accouchement, ça va tomber. Moi, j'allais ça, j'étais comme, oh mon Dieu, je vais perdre tous mes cheveux. C'est juste les cheveux, je pense, qui auraient dû tomber durant la grossesse qui finissent par tomber tout en même temps. Là, mais c'est tellement le fun. Moi, j'ai été... Pour vrai, avec l'acupuncture, je restais active tous les jours aussi. Là, j'allais marcher au moins une demi-heure. Puis juste en faisant ça, j'ai pas fait de rétention d'eau. Puis je pense que de rester actif, l'acupuncture, les massages, tout ça, là, tu vas avoir une grossesse extraordinaire. Puis tu vas être une magnifique maman. Merci. Félicitations encore. Puis continue de suivre tes péripéties. Puis le lien de ton Instagram puis de Champagne Confetti, tout ça, ça va être dans le texte qui va accompagner tout ça. Okay, donc, parfait. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Donc, c'est ça pour faire de belles rencontres. Vous téléchargez GoSeeYou.app, l'univers Olé pour les libertins. Puis, on se dit à un autre épisode et si on jasait. Merci!